Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi Babacar Ba. Il est juriste et président du Forum du Justiciable. Babacar, bonjour. Bonjour Moustapha. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Bonjour également à Pape Alé Niang, journaliste chroniqueur. Pape Alé, bonjour. Bonjour Moustapha. Merci d'avoir voulu répondre à cette invitation. Avec vous donc, monsieur, on va essayer de décortiquer l'actualité de la semaine, une actualité qui est dominée par le départ raté du procès de Khalifa Ababacar Sall et ses conculpés. C'est dans le cadre de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les avocats ont dénoncé une précipitation, une violation de la loi par le parquet qui n'aurait pas respecté toutes les formes de procédure. On va longuement en discuter, mais également discuter de la dernière sortie de l'Union des magistrats du Sénégal qui ont bien voulu démentir une information donnée par Pape Alé Niang. Il est lui-même présent sur ce plateau. Il va en parler longuement. Nous discuterons également, si le temps le permet, de l'aéroport AIBD, aéroport international Blaise Diagne de Ndiass, un aéroport qui était un rêve, une fierté pour beaucoup de Sénégalais, mais qui ces dernières 24 heures a été un véritable cauchemar pour beaucoup de voyageurs. Pourquoi cette situation à l'AIBD? Y a-t-il eu précipitation? A-t-on dit la vérité aux Sénégalais? C'est autour de ces questions que nous allons donc échanger. Babacar, je commence ce débat avec vous. Vous êtes juriste, éclairez-nous un peu. On a reproché au procureur de la République de n'avoir pas respecté les formes dans le renvoi en procès de l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Que dit exactement la loi en cas de renvoi en procès? Voilà, encore une fois de plus, merci Moustapha pour cette invitation. Et je salue l'éminent journaliste Pape Alé Niang, à qui, franchement, il faut le dire, j'ai l'honneur également de partager ce plateau avec lui. Et je salue également tous les téléspectateurs de Walf TV. Effectivement, nous avons vu, en tout cas, nous avons plutôt constaté le 14 qu'il y a, en tout cas, une disposition de notre code de procédure pénale qui a été encore violée. Et ça, il faut le dire, parce que vous savez, dans l'affaire Khalifa Sall, pratiquement, nous avons noté plusieurs violations au niveau de la procédure. Et la dernière en date, en tout cas, du 14 décembre, avec le procureur de la République qui a omis, bon, je peux l'appeler ainsi, en tout cas, qui a commis l'erreur de ne pas notifier l'audience au conseil de Khalifa Sall. Et là également, c'est une violation de l'article 174 de notre code de procédure pénale qui dit que une fois que le dossier, une fois que le juge d'instruction boucle son travail, si l'instruction est bouclée, le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République. Et ce dernier, en tout cas, doit en aviser le tribunal qui se chargera de trancher le débat, mais également, il a un délai de 2 mois pour pouvoir organiser tout ça. Et durant ces 2 mois-là, il doit quand même notifier l'audience au conseil de l'accusé, c'est-à-dire au conseil de Khalifa Sall. Okay. Et c'est cette formalité-là que le procureur de la République n'a pas respecté. Il n'a pas respecté cette formalité. Et la conséquence, en tout cas, qui vient automatiquement, c'est que le juge Maguette Diop, il était dans l'obligation quand même de renvoyer cette audience-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'affaire a été renvoyée pour la date au 3 janvier. Alors, Pape Alé, là, Babacar parle d'omission. On peut y voir une erreur du parquet ou bien, à votre avis, c'est un acte délibéré? Je pense que, tout d'abord, merci beaucoup Babacar. C'est aussi, il faut le féliciter parce qu'il fait partie aujourd'hui des membres de la société civile qui ont eu toujours des positions claires, nettes et précises sur ce dossier de Khalifa Sall. Mais je pense que il faut s'interroger sur la légèreté d'un tel acte. Parce que je considère que le procureur est un homme de droit. Absolument. Il sait qu'il doit notifier aux avocats de la personne concernée dans un dossier que tel jour, on a retenu la date du procès. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a eu autant de précipitation pour retenir la date du procès le 14 décembre. Au même moment, il y a 2 recours qui ne sont pas vidés. Je ne parle même pas de notifier aux avocats la date du procès, mais il y a 2 recours qui sont dans les chambres d'accusation qui ne sont pas encore vidés. En réalité, ce qui s'est passé, quand on analyse au fond, c'est la caution qui a été déposée par Khalifa Sall, rejetée dans certaines conditions, qui avait soulevé un tollé,
qui a poussé à cette précipitation? Moi, c'est l'analyse que je fais de cette situation, et que quand on entend même les avocats de Khalifa Sall dire, parce que moi j'ai eu au téléphone, j'ai eu la chance, par pur hasard, d'être quelque part, et que la personne qui est impliquée dans ce dossier a reçu un huissier qui lui donnait la notification de la date du procès. Et c'est comme ça que j'ai sorti moi l'information dans mon site. Et même ceux qui étaient les partisans de Khalifa Sall m'ont interpellé au téléphone pour me dire, Pape Alé, cette nouvelle n'est pas la bonne. Je leur ai dit, d'ici 17h, vous verrez. Parce qu'à ce moment, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, même les avocats de Khalifa Sall n'étaient pas au courant. Moi, j'ai eu à parler avec un de ces avocats vers 17h. Après, il me dit, jusqu'à 13h, j'étais avec Khalifa Aboubacar Sall, on ne lui a pas notifié un quelconque procès. Voilà. Merci. Khalifa, on lui a donné l'ordonnance de renvoi du jugement au tribunal correctionnel à 12h. À 13h, on lui a donné une autre ordonnance pour lui dire que c'est le 14 juillet, le 14 décembre que vous allez être jugé. Absolument. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on est dans une précipitation par rapport à ce dossier de Khalifa Sall. Et certainement, nous allons revenir sur toute la procédure, sur ce qui a été fait, sur l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Et je rappelle aux téléspectateurs que on n'est pas là pour défendre la personne de Khalifa Sall. Non, on est là pour se battre sur des questions basiques d'une république normale, avec un pouvoir exécutif qui fait son travail, un pouvoir législatif qui fait son travail et un pouvoir judiciaire qui fait son travail. Pour la bonne et simple raison que le Sénégal a perdu 12 personnes entre 2011 et 2012. Ces personnes qui sont mortes, leur combat a été pour une nouvelle république. Dont l'étudiant Mamadou Diop qui a été tout un symbole. Et que tous les candidats, je rappelle, il faut qu'on aille écouter encore ce que tous les candidats nous disaient. Nous voulons bâtir une nouvelle république. Je reprends le terme du président Macky Sall qui parlait de république des valeurs. Nous allons amener une république des valeurs. Une république des valeurs s'adosse sur un pouvoir judiciaire qui respecte les droits de quelqu'un qui doit être jugé. On doit respecter toute la procédure. Je pense que c'est sur ce registre que nous parlons. On est resté sur ces convictions et je pense que le Sénégal mérite ça. Alors, Babacar, vous, comme le dit Papa Alé, vous vous battez tout le temps pour le respect justement des droits des citoyens sénégalais, même ceux qui sont en conflit avec la loi ont des droits. Quand on a entendu les avocats de Khalifa Aboubacar Sall évoquer cet article dont vous avez fait état tout à l'heure, la question que les profanes comme moi se sont posées, c'est que comment est-ce que le procureur peut-il ignorer à ce point la loi, ou bien est-ce qu'il l'a fait exprès, ou bien encore est-ce que, comme le dit Papa Alé, c'est la précipitation qui a causé tout cela? Moi, je pense que dans une certaine mesure, quand même, on a précipité le dossier. Et puis, là, je pense que je l'ai toujours dénoncé. Nous avons noté, en tout cas, une célérité extraordinaire par rapport à ce dossier-là. Parce que, quand même, le procureur de la République, c'est quelqu'un qui est censé, quand même, maîtriser, en tout cas, les textes. Parce que, en fait, quand vous êtes nommé procureur de la République, là, quand même, on se dit que pratiquement, vous avez tous les outils quand même pour pouvoir avoir une bonne compréhension des textes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se pose la question, est-ce un oubli ou bien est-ce que ça a été un choix délibéré? Mais en tout cas, pour ce dossier d'un tel envergure, on ne pouvait pas comprendre que le procureur de la République puisse quand même, en tout cas, ignorer les dispositions de l'article 174 de notre code de procédure pénale. Et là également, il faut le dénoncer. Et je l'ai dit tantôt, malheureusement, cet oubli n'est pas sanctionné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le procureur il a violé les dispositions de l'article 174. Parce que cet oubli-là, ou bien ce manquement-là, malheureusement n'est pas sanctionné par notre code de procédure pénale. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est il n'y a pas de sanction prévue. Voilà, il n'y a pas de sanction. Donc, je pense que ce que le juge devait faire, c'est de quand même renvoyer le procès et ce qui a été fait. Alors, quand on remonte la procédure dans cette affaire-là, beaucoup ont dit qu'il y a un acharnement dans cette affaire-là. On se souvient de la fameuse conférence de presse du procureur de la République quand il a fait lui-même le procès et condamné Khalifa Sall alors qu'il n'était pas encore arrêté. Ensuite, il y a l'affaire du respect de l'immunité parlementaire. Ensuite, la caution. Est-ce que finalement cet acte-là posé le 14 janvier dernier par le parquet n'était pas celui qu'on attendait pour finalement convaincre tout le monde que dans cette affaire, il y a acharnement?
Je crois que ce sera très difficile d'enlever dans la perception de l'opinion que ce dossier n'est pas éminemment politique. Parce qu'il n'y a jamais un recours des avocats de Khalifa Sall qui a été accepté. Systématiquement, tous les recours sur ce dossier ont été rejetés. Ça, c'est un. Quand il y a eu l'immunité parlementaire, ils ont accepté qu'il soit candidat. Il est parti, il a été candidat, il est élu député, mais qu'est-ce que l'on constate dans son élection? Après, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Et c'est clair, on dit, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, on retient que celui-là, les personnes qui ont été citées sont députés. On se réveille le matin, le parquet nous dit qu'il n'a pas d'immunité. Le soir, le parquet nous dit qu'il a l'immunité. Ça veut dire que moi, je vais être idiot. Mais j'aimerais dire, non, je préfère être idiot. Idiot, parfaitement, un parfait idiot, et essayer de comprendre comment des hommes chevronnés, on dit toujours qu'on a des magistrats exceptionnels. De bons magistrats, de bons juristes. Comment on peut avoir l'immunité le matin, ne pas l'avoir le soir? On se précipite pour lever l'immunité parlementaire. Et c'est très important de s'arrêter un moment sur la manière dont on a levé l'immunité parlementaire. Moustapha, on n'a même pas besoin de faire des études de droit. Il suffit de lire carrément l'article 51 et l'article 52 pour savoir qu'on a complètement violé tout pour lever l'immunité parlementaire. L'article 51 te dit qu'il faut mettre la commission ad hoc en 48 heures. En 24 heures, ils ont mis la commission ad hoc. L'article 50 dit que la commission doit entendre le député dont on veut lever l'immunité parlementaire. Absolument. La commission n'a jamais entendu Khalifa Sall. On vient sur l'article 52. L'article 52 dit que lors de la séance plénière, on doit faire un rapport. Et dans le rapport, il y a les explications fournies par le député incriminé et le rapport qui a été, et son dossier qui a été acheminé par les juridictions. Absolument. Il n'y a jamais eu de rapport qu'on a donné à la commission ad hoc. Il n'y a jamais eu d'audition de Khalifa Sall. Et puis, on vous dit dans l'article 52, lors de la séance plénière, seul le président de la commission a droit de prendre la parole, le rapporteur, le député incriminé ou son représentant, et son défenseur. Son défenseur. On n'a pas vu Khalifa Sall à l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu de représentant. Et le rapport, qu'est-ce qui a été dans le rapport? Donc, c'est manifestement très, très gros. Après cela, on vient sur la caution qui devait être posée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeye Khady Gueye, rappelons-le, parce que il faut que quand on parle, il faut que les gens essaient de comprendre qu'on ne défend pas la personne. Parce que je rappelle simplement que quand on a déposé la caution, ce que les avocats de l'État et le parquet ont dit pour rejeter cette caution-là, c'est qu'ils voulaient de l'argent liquide. C'est que les Wolofs appellent du khober. Mais malheureusement, ce n'était pas eux de juger. C'était au droit des juges d'apprécier. D'ailleurs, moi j'ai toujours entendu M. Baboukour Cissé dire que s'il cautionne, il aura la liberté provisoire. Alors, Ndeye Khady Gueye a donné ses bijoux. On lui a donné la liberté provisoire. Aïda Diong a donné des bijoux. On lui a donné la liberté provisoire. Khalifa Sall donne des biens immobiliers. On lui refuse en lui disant qu'il faut donner ça en espèces. Ça veut dire qu'il faut que, je répète, nous voulons être idiots, parfaitement idiots, pour que eux... Mais il faut que les gens intelligents nous expliquent. Ils expliquent comme eux, ils sont intelligents. Qu'ils nous expliquent pourquoi ça. C'est également... C'est pourquoi le doute ou les suspicions sur ce dossier sont fondées. D'accord. Alors, arrêtons-nous un peu sur l'affaire de la caution. Alors, Pape Alé le rappel, c'était pas en 1950, c'était en 2012, 2015, 2014, l'affaire Ndeye Khady Gueye, ensuite Aïda Diong. On a tous vu assister que c'est des biens qu'elles ont déposés comme caution. Khalifa Sall fait exactement la même chose. Il est maire de Dakar. Quelqu'un me disait que être maire de Dakar déjà c'est une caution. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation-là et les deux décisions qui ont été prises? On accorde la liberté à ces deux dames-là et on le refuse à Khalifa Sall. En fait, j'avoue que c'est vraiment complexe. Et puis, certes, en fait, pour vous dire vrai, moi je pense que dès l'instant que le maire Khalifa Sall, ou plutôt les avocats de Khalifa Sall avaient
déposer en tout cas la caution, que ce soit même une caution hypothécaire, quand même, on pouvait lui accorder cette liberté provisoire. Parce que, bon, c'est vrai également, il faut rappeler que même si dans l'article 134 de notre code de procédure pénale, le législateur parle en fait, d'argent en termes d'espèces. Parce que là également, il faut le rappeler, c'est ce qui est dit, en fait, c'est ce qui est dit dans cette disposition-là. On parle de caution en termes d'espèces. Oui. Mais Pablo a toujours, en fait, il a rappelé tout de suite, il y a ce qu'on appelle également une jurisprudence, j'allais même dire des jurisprudences. Il y a la jurisprudence de Ndeye Khady Gueye, il y a la jurisprudence de Mbaye Dione, il y a la jurisprudence Mbaye Dione, et puis il y a la jurisprudence également d'Aïda Diong. Donc je pense que voilà, parce que en fait, parce qu'en réalité la caution c'est juste une sorte de garantie. C'est juste pour assurer la représentativité de la personne qui est poursuivie. Donc je pense qu'il n'y avait même pas lieu de poser ce polémique, en tout cas autour de la caution hypothécaire ou bien la caution en termes d'argent. Mais cela montre également que l'État, en tout cas, avait cette volonté, en tout cas, de vouloir maintenir Khalifa Sall en prison. Et c'est ce qui est vraiment désolant. Et je pense que nous l'avons quand même dénoncé à sa juste valeur. Moi, je pense que dès l'instant qu'il avait cautionné, même si c'est un cautionnement hypothécaire, on pouvait quand même lui accorder la liberté provisoire. Alors, ce qui est intéressant également dans cette affaire Khalifa Babacar Sall, c'est que beaucoup parlent d'acharnement, de combat politique, mais très souvent, ils ont des problèmes pour expliquer, pour donner en tout cas des preuves de ce qu'il avance. Vous, Pape Alé, vous avez dit cette semaine qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue à la présidence de la République. Vous avez cité des noms de personnes qui étaient à cette réunion-là et qui ont préparé ce dossier Khalifa Babacar Sall. Ce matin, on a vu dans la presse un communiqué, une sortie en tout cas de l'Union des magistrats du Sénégal qui dément ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce point précis? Je prends acte de leur réaction au niveau de l'UMS. Je n'entrerai pas dans les détails parce que le procès aura lieu. On va continuer à suivre. Étape par Mais étape. Le débat est intéressant. Le débat est intéressant. Ouais. Le débat, aujourd'hui, la sortie de l'UMS est très intéressante. Pour la bonne et simple raison que j'ai vu que pour les magistrats, ils ont fait cette sortie. Mais rappelez-vous, j'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique pourquoi un magistrat peut condamner quelqu'un et qu'on doit le mettre en prison et que ce dernier, on le voit sur une chaîne de télévision en train de signer un combat de lutte. Et que l'Union des magistrats ne réagisse pas par rapport à ça. J'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique. Je veux savoir, parce que j'ai tellement d'amis dans la magistrature, plus que tout de suite en venant, j'ai eu des magistrats à qui je parlais au téléphone. Mais j'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique pourquoi on a refusé la caution de Khalifa Sall alors qu'il y a une jurisprudence. J'aimerais bien que l'Union des magistrats m'explique pourquoi les libertés provisoires au Sénégal sont devenues maintenant des libertés provisoires définitives. J'aimerais bien que... Parce qu'il faut aussi que l'Union des magistrats ne soit pas seulement là pour défendre des personnes. Mais quand la justice... Et je renvoie à tous les Sénégalais à l'interview de Souleymane Teliko qui nous expliquait en des termes très clairs comment le pouvoir exécutif arrive à museler le système judiciaire. Maguette Diop, qui est chargé du procès de Khalifa Sall, dans une émission d'une radio, j'ai mis même son son, qui reconnaît les principes de l'inamovibilité que l'État utilise à pour tout simplement sanctionner des magistrats qui ont eu à prendre des décisions qui ne sont pas favorables, par exemple, à la volonté de l'exécutif. J'aimerais bien qu'on m'explique, que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique comment on peut accepter une élection à Touba où il y a 140 000 personnes qui n'ont pas voté. Que le Conseil puisse... J'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique... Et on ne les entend pas sur ces questions. Voilà, j'aimerais bien comment on peut valider une telle élection. J'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi à Abidjan, il y a eu 11 bulletins de vote, non les 19 représentants, ou qu'on puisse accepter ces résultats. Voilà, c'est un problème de fond, parce qu'on rend la justice au nom du peuple sénégalais. Et que les Sénégalais ne sont pas... Alors, j'ai bien aimé le communiqué, il nous appelle à la sérénité et au calme. On est très serein. Mais par contre,
Est-ce que c'est pas trop facile d'ailleurs quand on amène quelqu'un en prison, on dit depuis pratiquement son arrestation qu'il sera jugé et condamné et qu'on appelle ses partisans à la sérénité. Est-ce qu'ils peuvent être sereins dans des cas comme ça? Non, mais c'est difficile. C'est difficile, Moustapha. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons que la justice reste ce socle, ce pilier pour notre démocratie. Absolument. Pour la bonne et simple raison que moi, je demeure convaincu que l'homme politique est capable d'utiliser l'ensemble des artifices nécessaires pour conserver son pouvoir. Mais si on a des juges qui sont là, des magistrats qui sont là, qui peuvent mettre de l'ordre. Remarque, Moustapha, je vais vous donner un exemple qui m'a même choqué. Quand on est parti au dialogue politique, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dit qu'on peut prendre un homme consensuel pour animer le dialogue politique, on a passé un magistrat. Tout de suite, l'opposition a dit non, nous ne voulons pas d'un magistrat. Or, dans l'histoire politique du Sénégal, tous les dialogues politiques ont été présidés par de grands magistrats chevronnés. Kéba Mbaye, Diaïté, le code consensuel. Et même si les politiques ont des problèmes, c'est tranché au niveau des juridictions. Mais maintenant, l'opposition récuse même les magistrats. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer un colloque d'ailleurs sur l'indépendance de la justice. Cela veut dire quoi, Babacar? Qu'aujourd'hui, vous êtes juriste, vous vous intéressez à ces questions-là, qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème de confiance entre les magistrats et les citoyens qui sont appelés à être jugés. Mais tout à fait, parce que d'ailleurs, juste, en fait, je voulais rebondir sur le communiqué de l'Union des magistrats. De l'Union des magistrats, oui. Parce que Pape, il a parfaitement raison. Parce que moi, j'attendais également l'Union des magistrats quand la Cour suprême avait tranché sur l'affaire des maîtres, des élèves maîtres. Des maîtres des élèves maîtres, avec le ministre de Serigne Mbaye Thiam qui dit exactement oui, il y a une décision, mais je ne l'applique pas. Mais tout à fait, moi je pense que c'est sur ces genres de questions-là qu'on attendait quand même l'UMS, parce que la Cour suprême avait rendu une décision en faveur des élèves maîtres et que il y avait un ministre de la Justice, un ministre de l'Éducation qui s'est braqué par rapport à ces décisions-là. Avec le soutien du chef de l'État. Voilà, moi je pense que c'est sur ces genres de questions-là. Une motion de l'Assemblée. Voilà, qu'on attendait en tout cas l'Union. Voilà, moi je pense que c'est sur ces genres de questions-là quand même qu'on attendait en tout cas l'Union des magistrats du Sénégal. Mais également, pour qu'il y ait cette sérénité-là, moi je pense qu'il faudrait quand même que les gens également cessent de violer en tout cas les textes. Absolument. Parce qu'on ne peut pas parler de sérénité alors qu'à côté, on est en train quand même de violer la procédure. Parce que dans l'affaire Khalifa, moi je l'ai toujours dit, on a tellement noté de violations durant la procédure et que même au moment où le juge d'instruction était en train de boucler le dossier, il y avait deux actes d'appel qui étaient pendants devant la chambre d'accusation. Et on n'a pas attendu qu'il y ait décision. Mais je pense que le juge d'instruction pouvait quand même attendre qu'on puisse vider en tout cas ces actes d'appel-là pour pouvoir quand même boucler son instruction. Pablo a toujours, il l'a rappelé tout à l'heure, on a vu également que même la manière dont on a levé son immunité parlementaire, on l'a fait tout en violant les dispositions de l'article 52 de notre code de procédure pénale. Donc, et le recours de l'opposition, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Donc avec ces séries de violations-là, ce sera très difficile aujourd'hui d'appeler les gens quand même à la... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le communiqué de l'Union des magistrats, on prend acte, mais aujourd'hui, ils ne nous apprennent pratiquement rien. J'ai envie de dire, c'est votre parole contre la parole de l'Union des magistrats. Mais s'il est vrai qu'il y a eu cette rencontre du palais-là, on peut dire, à la présidence de la République, on peut dire que c'est quand même très grave. On ne peut pas aujourd'hui faire croire aux Sénégalais que le pouvoir exécutif ne s'est jamais prononcé sur le dossier Khalifa Sall. A commencer par Maître Sidiki Kaba qui était là. Mais avant même qu'on amène Khalifa en procès, mais le ministre de la Justice a dit que Khalifa Sall aura un procès juste et équitable. Or, avant qu'il y ait renvoi. Or, le doyen des juges pouvait boucler le dossier sans un procès. Mais il a dit qu'il aura un procès juste et équitable. Il était dans le secret des dieux pour savoir qu'il va y avoir un procès advienne que pourra. Donc, remarque, le Conseil constitutionnel également, je reviens, te déclare toujours incompétent si l'opinion pense que la décision qui doit sortir de cette rencontre doit être une décision quand même qui n'est pas favorable au pouvoir exécutif. Parce que sur la levée de l'immunité parlementaire, vous donnez à un juriste, il lit
carrément pour dire non, n'ont pas respecté ça et ça et ça. Donc la levée n'est pas conforme au respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même de la Constitution. Donc c'est du français comme dit Maître. C'est du français, ce n'est pas compliqué. Moi, ce que j'interpelle, et d'ailleurs, on l'a senti, parce que celui qui est aujourd'hui à la tête de l'UMS, Souleymane Téliko, lui-même, il a bravé l'exécutif pour dire qu'il va arrêter de siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministre de la Justice voulait même le traduire en conseil de discipline. Et que c'est ce jeune qui a été finalement élu devant Maguette Diop. Et paraît-il qu'il voulait même un second tour et les jeunes ont dit que jamais il n'y a pas eu de second tour au niveau de l'Assemblée générale de l'UMS. Bref, les Sénégalais veulent être sereins en ayant conscience qu'ils ont une justice qui va trancher, en respectant les textes, les lois. Et que, Moustapha, moi, je pense qu'on doit évoluer, on doit rêver pour notre pays. On ne peut pas voir que Senghor a utilisé la justice contre Mamadou Dia, Abdou Diouf a toujours utilisé la justice contre Wade, Wade a utilisé la justice contre Idrissa Seck, on dit Macky utilise aujourd'hui la justice contre Khalifa Sall. Donc le Sénégal n'a pas évolué sur ce plan. Et c'est regrettable. C'est pas nous. Alors, on va forcément vers un procès le 3 janvier. Je ne vais pas vous demander comment est-ce que la défense compte s'y prendre parce que vous n'êtes pas avocat de la défense. Mais là, on a l'impression que Khalifa Sall est dos au mur et qu'aujourd'hui, il a l'obligation, même si depuis le début il dit qu'il ne dira jamais comment est-ce que cette caisse-là a été dépensée, qui en ont été les bénéficiaires. Mais est-ce que dans le cadre d'un procès, il ne sera pas dans l'obligation de dire exactement qui et qui ont bénéficié de cette caisse-là? Moi, je pense que présentement, il est obligé quand même de citer toutes les personnes qui ont bénéficié de cette caisse d'avance-là. Et là, je pense que, en tout cas, les avocats de la défense, bon, ils vont s'organiser. Voilà, ils vont essayer de voir. Parce que là, il s'agira quand même de se défendre. Donc, on n'est plus dans la phase, en tout cas, de la procédure où il s'agissait de parler d'articles ou en tout cas de demander quelque chose ou bien d'introduire des recours, mais là on est en phase de procès et là je pense que quand même tous les moyens sont bons, et certainement il y aura un déballage. En tout cas, toutes les personnes qui ont pu bénéficier de cette caisse d'avance seront éventuellement citées devant la barre. Il y aura déballage. Khalifa Sall, lui, n'a pas encore déballé, mais on sait que certains de ses proches commencent à lancer quelques informations par-ci, par-là. Alors, il y a quelqu'un qui me disait que si on ne fait pas attention, on va vers un procès qui risque de secouer la République parce que des secrets vont sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a à craindre que l'on nous dise que jusqu'à la plus haute personnalité de l'État du Sénégal, tel ont bénéficié de cette caisse-là, Papa Alé? Moi, j'ai déjà lu dans un journal que d'éminentes personnalités seront citées comme témoins. Vignas, Tanor, Abdoul Mbaye, Idrissa Seck, qui seront cités comme témoins. Habib Sy, qui sont cités comme témoins. Déjà, des partisans de Khalifa Sall sont en train de déballer. D'éminents membres de l'APR, ils ont cité des noms. Moi, j'ai eu la chance de faire une émission avec Bamba Fall, Bamba Fall, qui a dit clairement que si Tanor Dieng ne dit pas combien il a reçu sur la caisse d'avance, nous allons le dire. Alors, pour vous dire que ça craint, mais quand on pousse jusqu'au bout, il n'a plus le choix. Il doit se défendre. Et déjà, même les Barthélémy Diaz, ils disent que même si Khalifa refuse de parler, ils vont le faire. Ils vont le faire. Parce que quand même, on ne peut pas savoir, parce que tout le monde dit que bon, Khalifa, ce n'est même pas le jugement qui intéresse le pouvoir exécutif, mais sa condamnation pour qu'il ne soit pas candidat à une élection présidentielle. Vrai ou faux, on attend de voir. Mais ses avocats vont se défendre. Et que déjà, je crois qu'on va vers un procès qui va d'ailleurs durer. Ce ne sera pas un procès... Le journal Walf Quotidien dit que c'est un marathon. Un marathon, absolument. C'est le terme idéal d'ailleurs. Et que déjà, il y a 4. Pour vous dire que le Sénégal risque d'être le pays qui va polariser l'attention du monde entier. On a 4 avocats du barreau de France.
dépêché par Anne Hidalgo, maire de Paris, pour venir défendre Khalifa Sall. Déjà, je vous révèle qu'Anne Hidalgo avait envoyé 2 émissaires pour rendre visite à Khalifa Sall. Quand ils sont venus pour demander le permis de visite au doyen des juges, on a refusé. Alors, ces derniers vont aller dire que, mais écoute, c'est un prisonnier ordinaire. Pourquoi on refuse des visites à un détenu? C'est pour cela que c'est le Sénégal. C'est dommage pour notre pays. Parce qu'on ne doit plus se targuer d'avoir une démocratie moderne. Une démocratie moderne ne se limite pas seulement à des élections. C'est du tout. C'est la sécurité judiciaire pour tous les citoyens. C'est un pouvoir judiciaire indépendant. C'est ça qu'on attend. Alors, Anne Hidalgo, le maire de Paris, parlons-en, elle ne s'est pas simplement arrêtée à envoyer des avocats à Dakar. Elle a également fait des démarches pour qu'on trouve une structure qui puisse défendre les maires en danger. C'est comme ça qu'elle le dit. Alors, on a également vu que dès que Anne Hidalgo, dès que les avocats du barreau de Paris ont été dépêchés, la sortie d'Anne Hidalgo, il y a également la réplique du pouvoir à travers le ministre Serigne Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, porte-parole du gouvernement, qui dit que oui, c'est une néocolonisation. Est-ce que là, ce n'est pas le pouvoir de Macky Sall qui a commencé, quand on sait que ce pouvoir-là est très regardant par rapport à ce que la France pense de sa gestion? Bon, en fait, moi je pense que ça a été une sortie maladresse quand même de la part de l'État du Sénégal, parce que c'est le porte-parole qui a parlé. Moi je pense que c'est une sortie maladresse, et c'est ce qui prouve encore que il y a une connotation politique dans ce dossier-là. Donc je pense que c'est son droit le plus absolu, en tout cas pour ce maire-là, de défendre ou bien de dépêcher des avocats pour qu'ils puissent aujourd'hui renforcer. D'autant plus qu'ils sont dans la même association de la défense. Voilà, tout à fait la défense de Khalifa Sall. Donc je pense que c'était une sortie, en tout cas maladresse de la part de Seydou Gueye. Mais je voulais encore rappeler une chose. Pape l'a dit tout de suite. Ça va être en tout cas un procès qui va capter en tout cas l'opinion internationale. Voilà, donc je pense que ça y va pour la crédibilité en tout cas de notre justice, ça y va pour la crédibilité de la démocratie sénégalaise, en tout cas de faire de telle sorte qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir un procès qui est juste et équitable, ne serait-ce que pour sauver l'image de l'État du Sénégal face en tout cas devant en tout cas l'opinion internationale, qui certainement ils seront vraiment intéressés par ce procès-là. Alors l'image, allez-y. Mais c'est juste pour vous dire que les gens oublient que Khalifa Sall est toujours le secrétaire général de l'association des maires francophones. Il a remis 3 fois sa démission, les maires par solidarité ont refusé. Et il a fait une délégation de signature au maire de Kinshasa. C'est pour cela que je comprends... Il était à Dakar, le maire de Kinshasa, il avait fait le déplacement à Dakar. Mais quand on me parle d'immixtion, d'ingérence, mais qui a imposé la fermeture des écoles de Yavuz Selim? Erdogan. Le tout-puissant Erdogan. Donc on commence par ça et puis on dit, si ça vous arrange, si ça vous arrange, c'est bien, mais si ça vous arrange pas, c'est de l'ingérence. Il faut qu'on soit sérieux. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, alors qui a d'ailleurs récemment fait une autre sortie sur l'affaire de la Palestine. Un homme intéressant, en tout cas, Erdogan. Alors on va rester sur cette affaire Khalifa Sall. Papa Ale, tout ce dont on parle dans cette affaire-là, les chiffres qu'on donne, c'est moins de 2 milliards. 1,8 milliard parfois, mais en tout cas c'est moins de 2 milliards. Je ne minimise pas, mais à côté de tout ce qu'on a entendu comme scandale, que dans la presse a fait état, Diamniadio, Petrotim, bien d'autres affaires, la gestion du port de Dakar, et on a envie de se demander, est-ce qu'on avait besoin de toute cette affaire-là dans l'affaire Khalifa Sall, de tout ce tapage médiatique-là, alors qu'à côté, il y a des dossiers qu'on n'évoque pas. Mais plus grave, le rapport de l'IGE n'a pas demandé de poursuites contre Khalifa Sall. Ouais. Le rapport de l'IGE, qu'on dit confidentiel... Le procureur a dit dans sa première conférence de presse sur l'affaire Khalifa Sall que l'IGE a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui. Mais nous aussi, on a lu le rapport, même si c'est estampillé confidentiel. Il dit revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance. Parce que moi, je suis d'accord, hein, c'est des deniers publics. Il faut revoir le mode de fonctionnement de la caisse d'avance. Mais à côté de ce scandale, c'est pourquoi je dis, je rejoins Babacar sur la célérité du dossier. C'est comme une histoire de fusée, hein, météore. Très rapide. Météore, alors. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Et les dossiers de l'OFNAC dans tout cela, où le directeur du COUD a été épinglé, et le directeur de Poste a été épinglé, l'affaire Petrotim
avec Aliou Sow qu'on veut tout simplement passer à côté. Thierno Alassane Sall qui a été ministre de l'énergie, qui défie ouvertement le pouvoir. Qui leur dit, à commencer par le Premier ministre. Premier ministre en disant que vous n'avez pas signé un contrat. Et que si la commission, si les députés, voilà une occasion est bonne. Je sais que les députés comme Ousmane Sonko vont faire la demande, mais ce sera rejeté par la majorité. Pour qu'on puisse entendre Thierno Alassane Sall revenir dans les détails sur tous les contrats qui ont été signés. Les magistrats eux-mêmes. Dans d'autres pays comme la France, on entend par exemple des journalistes comme vous et moi, dans un débat, faire quelques révélations. On voit tout de suite un magistrat qui s'autosaisit et qui instruit l'affaire pour voir ce qu'il en est exactement. Malheureusement, nous, on n'a pas... En fait, je l'ai toujours dénoncé. On a un procureur de la République qui n'a pas ce réflexe de l'autosaisine. Malheureusement, c'est ça. Parce que moi, je pense que quand vous êtes procureur de la République, ça veut dire que vous êtes là pour défendre en quelque sorte la société de manière générale. Donc automatiquement, vous devriez avoir ce réflexe de l'autosaisine. Pourtant, il a essayé avec, quand on a dit que Idrissa Seck a reçu 70 milliards de je ne sais quoi, il a essayé, ensuite on lui a dit arrêtez. Hein. Tout à fait. Malheureusement, c'est son patron qui a dit que... mais encore plus grave, parce que jusqu'à présent, pour l'OFNAC, on n'a toujours pas le rapport de 2016. Oui, qui n'est pas publié. Voilà, et certains disent que c'est le chef de l'État qui a demandé que ce rapport-là ne soit pas publié. En tout cas, c'est ce qui a été dit par le doyen Moudignan, donc que c'est le président de la République qui aurait interdit la publication de ces rapports-là. Parce que peut-être on peut le suspecter parce que tu ne vois plus, comme on le faisait au temps de Wade, l'ARMP sortir, faire des conférences de presse, qui étaient très couru par la presse, d'ailleurs, les conférences de l'ARMP. Et surtout que pour l'OFNAC, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est l'article 17 de la loi de 2012 qui le dit. Chaque année, l'OFNAC produit un rapport d'activité qui est rendu public par tout moyen. Et pour moi, l'année commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Bien sûr. Et jusqu'à présent, on est pratiquement fin 2017. Fin 2017. À ce moment où je vous parle, on devrait parler quand même du rapport de 2017 qui devrait être publié et non le rapport de 2016. Et jusqu'à présent, on en parle. Alors, il y a toujours dit que l'OFNAC ne va pas produire un rapport. Si vous m'écoutez toujours, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire-là que ça risque de prendre toute l'émission. Mais très rapidement, Pape, je veux vous entendre sur un fait, c'est qu'il y a l'affaire Khalifa Sall, ce qui relève du domaine du judiciaire, il y a ce qui relève du domaine politique, le combat au sein du Parti Socialiste. On a entendu Barthélémy Diaz et son groupe dire qu'ils seront à Kaolack ce samedi pour le lancement de la vente des cartes. Et on a tout de suite vu une conférence de presse de la direction du Parti Socialiste incarné par Ousmane Tanor Dieng. Est-ce que ce parti-là n'a pas besoin d'un dépôt finalement? Mais la crise est réelle et évidente. Ouais. Est-ce que c'est une guerre des tranchées? Même si Abdoulaye a dit que la crise est dans la tête de ceux qu'il appelle les Khalifa Sall et ses ouailles. D'accord, mais je vais vous donner un exemple concret. Oui. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui avec Khalifa Sall ne bénéficient pas d'une nomination. Ils sont élus. Ils bénéficient de la confiance du peuple sénégalais. C'est des députés, des maires, des élus municipaux, voilà. Alors, faisons-le dans le camp de Ousmane Tanor Dieng. Les personnes qui sont là-bas, peut-être Abdoulaye Wilane et maire de Kaffrine. Et les autres. Même Ousmane Tanor Dieng, il suffit de décret parce que qui est pratiquement numéro 2 après Khalifa Sall a été lamentablement battu à Louga par Moustapha Diop. Serigne Mbaye Thiam ne dirige aucune collectivité, voilà. Mais Ousmane Tanor Dieng, il a un CDD au niveau du Haut Conseil des collectivités. Chaque année, il est renouvelé. Hein? C'est un décret présidentiel, 1 an renouvelable. Son patron peut ne pas renouveler quand il veut. Pour vous dire que les militants qui sont au sein du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng peut contrôler l'appareil. Mais est-ce qu'il contrôle les militants? C'est ça c'est un problème de fond. Tu peux contrôler l'appareil parce que tu as les moyens. Aujourd'hui, tu as 6 milliards de budget, 500 millions de caisses noires. Et d'ailleurs, quand Bamba Fall dit que si Tanor ne dit pas ce qu'il percevait dans la caisse noire, nous allons le dire. Donc ça veut dire qu'il y a une période où il avait besoin de cette caisse d'avance pour exister. Maintenant, il n'en a plus besoin. Il a sa caisse d'avance à lui. Voilà. Mais pour vous dire que cette crise est réelle et perceptible et que c'est une guerre qui va se mener. Que Khalifa Sall, je crois, s'il sort de cette épreuve, il va prendre ses responsabilités. C'est clair. Il y a un camp qui est là, qui dit que vu l'histoire, trajectoire du parti, il est impossible, inconcevable
que le Parti socialiste ne puisse pas avoir un candidat à une élection présidentielle. Et il y a l'autre camp qui jouissent des privilèges. Et pourtant, quand ils disent ça, ils ne font que répéter ce qu'Ousmane Tanor Dieng avait dit en 2007, hein, quand on a voulu faire de Moustapha Niasse le candidat en 2012, le candidat de Benno Siggil Sénégal, il a dit qu'il n'était pas question que le PS ne présente pas son candidat. Vu son histoire. Vu son histoire. Et c'est ce qui risque de se passer en 2012. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent, notamment à travers les zones de Walf FM, que c'est votre émission Action en 7 et que nous recevons ce samedi Babacar Ba, juriste, président du Forum du Justiciable, organisation de la société civile, et mon confrère Pape Alé Niang, journaliste chroniqueur qui dirige le site Dakar Matin. Nous allons parler très rapidement de l'AIBD, la grève des contrôleurs aériens. Babacar, d'abord, les images qu'on a vues de voyageurs en train de dormir dans le hall de l'aéroport, est-ce que pour un nouvel aéroport qui démarre ses activités, dont on avait dit que c'est la fierté du Sénégal, c'est un rêve qui se réalise, est-ce qu'on n'aurait pas dû nous épargner ces images-là? Bon, écoutez, moi je pense que, en fait, moi je fais partie de ceux qui pensent que quand même on avait vraiment besoin de ce bijou-là. On avait besoin quand même d'un aéroport qui répond en tout cas aux standards internationaux. Oui. Mais il faut reconnaître qu'également on a précipité en tout cas la cérémonie de... Le lancement des activités. Voilà, en fait le lancement des activités. Donc je pense qu'on pouvait quand même attendre pour que tous les secteurs en tout cas de l'AIBD soient vraiment opérationnels. Parce que l'image là qu'on a vu à travers les réseaux sociaux même, donc en tout cas c'est des images qui aujourd'hui n'honorent pas l'État du Sénégal, n'honorent pas en tout cas notre pays. Parce que j'ai même lire en tout cas sur un site en fait des étrangers qui se plaignaient en tout cas des conditions qui disaient que bien avant la grève, voilà, on nous a abandonnés comme des moutons. Donc moi je pense que c'est quand même des images qui aujourd'hui n'honorent pas notre... Alors Papa, avant le lancement des activités de l'aéroport, il y a les grandes compagnies qui avaient refusé de venir à Dakar le jour de l'inauguration. Finalement c'est Air Ivoire qui est descendu le premier à Diass. Il y a eu toutes ces difficultés-là qu'ont rencontré les voyageurs. Il y a eu l'affaire des cuves pour le kérosène. Certaines compagnies sont allées jusqu'à Conakry pour s'approvisionner. Le député Ousmane Sonko a dit qu'on le fait à Diass avec des camions. Est-ce que tout cela n'est pas un risque pour l'image du Sénégal quand on sait que les contrôles aériens ont posé un problème de sécurité pour les avions et les passagers? Très bien, Moustapha, très bien. Parce qu'en réalité, je pense qu'on n'a pas très bien entendu la revendication des aiguilleurs du ciel. Ils ont posé des problèmes de sécurité. Moi, j'ai entendu le responsable à la radio dire qu'il y a eu un crash d'avion il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et ils avaient averti. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas vivre une situation où on va leur imputer la responsabilité. En fait, c'est pas une revendication comme ça c'est pas des indemnités ni des terrains qu'ils demandent. C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. J'avais dit avant l'ouverture à un ami que c'est un technicien qui m'a rapporté que les cuves, il y a un problème d'étanchéité qui se pose sur les cuves où on devait mettre les kérosènes. Il m'a dit non et il a appelé séance tenante un responsable là-bas qui a dit oh non, les journalistes parlent. Aujourd'hui, quelle est la triste réalité? C'est des camions citernes qui ravitaillent les avions. Absolument. Pour un bijou, attends, il faut qu'on soit sérieux. On parle d'un bijou. Un bijou, ce n'est pas seulement des murs. Un aéroport, ce n'est pas seulement des murs. C'est très complexe. Et ça, c'est les points les plus névralgiques d'un aéroport. Parce que c'est le ravitaillement en kérosène, les questions de sécurité, et après même les conditions de transit de voyage des passagers. Aujourd'hui, on dit que dans les douches, il y a des chaises turques. Pour un bijou. Parce que l'aéroport a été achevé par des Turcs. Voilà. Non, parce qu'il faut se dire aussi des vérités. Pour moi, on est entré dans la précipitation pour l'inaugurer. Et je me pose toujours la question pourquoi. Et que parallèlement à ça, on pouvait ouvrir l'aéroport à AIBD et laisser l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le temps que la machine prenne. La machine prenne. Mieux. Vous avez un malade. Vous quittez Ziguinchor. Vous prenez Transair. Vous faites 30 minutes
pour arriver à l'AIBD. Vous faites 1 heure de temps pour arriver à Dakar. Où se trouve la pertinence? Et s'il doit aller à Fann ou Dantec, c'est tout un problème. C'est cela que je vais demander. D'ailleurs, l'adjoint au maire de Ziguinchor avait posé le débat en disant que pourquoi on ne le laisserait pas. D'autant plus que le président de la République va continuer à descendre ici, sous prétexte qu'il n'y a pas de hangar à l'AIBD. Le président va continuer à descendre à Léopold Sédar Senghor, l'avion du président, parce qu'il n'y a pas de hangar à l'AIBD. C'est les explications fournies par Maïmouna Ndoye Seck. Mais pourquoi on ne laisserait pas les vols intérieurs descendre ici à Dakar? Parce que quand on prend un avion à Ziguinchor, c'est pour régler des choses très rapidement, c'est pour gagner du temps. Donc, je veux dire qu'il faut réfléchir sur tout ça. Il ne faut pas s'entêter. C'est l'entêtement du pouvoir des fois qui me pose problème. La précipitation pour l'ouverture. Pourquoi? On pouvait bel et bien ouvrir, mais attendre. C'est la grande question que beaucoup de Sénégalais, en tout cas comme moi, qui n'y connaissent pas beaucoup sur les activités aéroportières se posent. C'est-à-dire que l'aéroport de Dakar appartient jusqu'à plus amples informations à l'État du Sénégal. Pourquoi a-t-on voulu se précipiter pour aller à Diass alors que l'aéroport est encore fonctionnel? Est-ce qu'on a dit la vérité au chef de l'État lui-même qui a annoncé la date du 7? Mais écoutez, moi d'abord la question que je me pose c'est que... C'est la question que se pose d'ailleurs le journal, le direct info de ce samedi qui dit Maïmouna Ndoye Seck a-t-elle dit la vérité à Macky Sall? En fait, moi je me pose la question, est-ce que l'aéroport Léopold Sédar Senghor appartient toujours à l'État du Sénégal? Mais c'est une bonne question. Voilà. En fait, c'est la question que moi je me pose. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas, parce que Pape Latou, en fait, il a donné des exemples pertinents. En tout cas, pour quelqu'un qui quitte Ziguinchor pour venir à Dakar, c'est parce qu'il a quelque chose d'urgent à régler. Donc je pense que, ne serait-ce que pour les vols internes, on pouvait rendre en tout cas opérationnel. Parce que le transfert des activités, l'impression que cela a donné, c'est comme si Babacar, vous étiez en location quelque part chez Pape Alé, qui vous dit, je vous donne jusqu'au 7 à minuit, il faut quitter. Et là, il faut qu'on quitte dans... Moi, je me demande, est-ce qu'on n'a même pas morcelé en tout cas une bonne partie de l'aéroport? Moi qui vis à côté de l'aéroport, je me mets souvent sur la terrasse de chez moi et je regarde que les gens sont en train de morceler. Mais ça, il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses telles quelles. L'information a circulé qu'une bonne partie de l'aéroport a été vendue aux Marocains. Ousmane Sonko l'a dit. Maïmouna Ndoye Seck a refuté l'information. Mais on verra. On est là, on observe, on observe, on voit. Dès qu'il y aura construction là-bas, on le verra. On dira que bon, on dira qu'il y a raison, qu'il y a... Oui, mais c'est dommage, hein, c'est dommage. Moi, je pense qu'on peut... Un pays normal doit avoir au moins 2 aéroports. Un pays normal. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis d'accord avec l'aéroport de AIBD. Je vous donne un exemple que j'ai vécu moi. J'ai quitté le Japon une fois pour venir à Dakar avec Emirates. Quand on est arrivé jusqu'à l'aéroport de Léopold Sédar Senghor, il y a eu ce jour-là le problème du cargo américain qui était sur... Oui, l'accident du cargo. Alors, on était venu jusqu'à 13h, 14h pour atterrir. Et on nous a annoncé même qu'on atterrissait. Mais finalement, il y a eu ce problème. Emirates était obligé d'aller se poser en Gambie. Si on avait l'aéroport, ça n'allait pas. Et on a passé une nuit en Gambie. Donc, ça veut dire que moi je comprends un pays normal doit puisse avoir au moins 2 aéroports. Alors, il y a également dans cette affaire de l'aéroport là d'autres scandales dont on ne parle pas souvent. C'est par rapport à la naissance de la société de handling 2AS. On a dû sacrifier 2 autres entreprises qui étaient gérées par des Sénégalais. Et le cas le plus patent, c'est le cas SHS, Pape Alé. Le cas SHS qui aujourd'hui qui a investi plusieurs milliards de francs CFA pour préparer le transfert à Ndiass et que finalement le ministre leur dit, je vous donne jusqu'au 31 décembre, si vous ne revenez pas à de meilleurs sentiments, c'est fini. Est-ce que là, Ndiass n'a pas causé plus de tort qu'il ne règle de problème? Moustapha, je vais faire des révélations. C'est le plus gros scandale. Parce que ce dossier, je l'ai suivi et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs. J'en ai beaucoup parlé. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Air Afrique est tombé en faillite, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, l'État a imposé à une société privée, SHS, une société privée, d'augmenter l'argent, le pactole, de prendre en charge l'indemnisation des travailleurs de Air Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté de le faire, mais sous condition. Mor Ngom a signé avec eux un protocole. Mor Ngom qui était ministre des Transports aériens. Dans le premier gouvernement. Absolument. Thierno Alassane Sall a signé le même protocole. Omar Gueye a signé le même protocole.
où ils disent à SHS, l'État du Sénégal s'engage, vu le montant que vous donnez pour l'indemnisation des travailleurs de Air Afrique, de vous donner l'opportunité de mener vos activités lors de l'ouverture de AIBD pendant au moins 5 ans. Et je vous dis que pendant la fête de Tabaski, il est arrivé que Omar Gueye puisse demander de l'argent, 400 millions. Et c'est vérifié. Et c'est vérifié, estampillé. Tous les documents sont là. Et sur cette base, SHS s'est endetté dans des banques pour acheter du matériel. À 1,5 milliard de francs CFA. Pour mener ses activités à Diass. Qu'est-ce qui se passe? On se réveille un bon matin. L'État du Sénégal prend la décision, d'abord, ce qui est plus scandaleux, de dissoudre AHS. AHS qui appartenait à Bourgi et que dans le cadre de la traque des biens mal acquis, on a dit que ça appartient à Karim Wade et ça a été reversé dans le patrimoine de l'État du Sénégal. Mais alors, on dissout AHS avec l'ensemble des scandales dont on parle à AHS, sans faire le bilan, l'actif et le passif. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de AHS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dissous AHS dans la nouvelle société sans pour autant dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Or, c'est sur cette base qu'ils ont fait un dossier d'accusation contre Karim Wade. C'est un problème. Et on vient aussi sur SHS, une société privée. Tu prends la décision, toi État, une société qui ne t'appartient pas, tu dissous la société et tu lui dis, je te donne 33% dans la nouvelle société. Mais ça... Alors que cette société-là, SHS était allée jusqu'à gérer pratiquement 70% des vols qui arrivaient à l'aéroport de Dakar. Voilà. Donc c'est un problème. Quand on pose ce genre de problème, on veut quand même qu'il y ait des éclairages très clairs sur ces questions-là, parce que c'est du sérieux. Parce qu'au niveau de SHS, le patron, peut-être un milliardaire qui n'a pas de problème, mais les pères de famille, mieux, au niveau de SHS, il y avait, les travailleurs avaient des actions. 10% des actions leur appartenaient. Mais ça pose un gros problème. Alors, Babacar, quand on est face à toute cette question-là, toutes ces questions-là, vous êtes organisation de la société civile. Est-ce que le combat, ce n'est pas d'obliger les pouvoirs politiques à expliquer aux citoyens? Papa le disait tout à l'heure, on peut bien accepter d'être idiot, mais qu'on nous explique au moins ce qui s'est passé à l'aéroport, ce qui s'est passé à Diass. Pourquoi on a transféré un aéroport qui ne répond pas à toutes les conditions de sécurité? Est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui un devoir d'explication? Mais je pense qu'ils ont, en fait, ils ont ce devoir. Ils ont un devoir quand même d'éclairer, en tout cas, la lanterne des Sénégalais sur ces genres de questions-là. Et là, c'est là où, en tout cas, les commissions parlementaires là ont pratiquement leur sens. Mais malheureusement, voilà, je pense que c'était les députés, normalement, qui, à travers, en tout cas, les commissions parlementaires... Si les députés étaient députés. Voilà, effectivement, parce que ça, c'est le rôle d'éclairer, en tout cas, les Sénégalais sur ce genre de questions-là. Mais pratiquement, en fait, ils ne le font pas. Est-ce que le problème, Babacar, c'est pas que la société civile que l'on connaissait sous Wade, très alerte, très actif, qui ne laissait pratiquement rien à Wade, est-ce que ce n'est pas cette société civile-là qui a rendu les armes et qui fait que le pouvoir fait ce qu'il veut? Mais en fait, écoutez, moi je pense actuellement également, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que la société civile sénégalaise a un problème de leadership. Parce qu'à l'époque, il y avait les Alioune et autres, mais aujourd'hui, il n'y a que, à la limite, Seydi Gassama, Aboubakry Mbodj, paix à son âme. Il y a qui d'autre à part vous, si on n'entend pas Seydi Gassama, c'est Maître Assane Dioma Ndiaye ou bien le Forum du SICAP. Donc je pense que également il faut le dire. Il y a un effort à faire. Voilà, il y a un effort à faire. Alors il nous reste le temps qui nous était imparti est pratiquement terminé, mais très rapidement, Pape Alé, le dialogue politique qui était en panne, le chef de l'État a tenté de relancer avec la nomination de l'ambassadeur Seydou Nourouba. J'ai vu des organisations de la société civile dire que c'est un bon choix, mais au fur et à mesure que l'on avance dans cette affaire-là, on nous apprend de nouvelles choses. Certains disent qu'il a la carte de la paire, d'autres disent qu'il a battu campagne pour Macky Sall en 2012. Finalement, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire comme Diouf l'avait fait, prendre un magistrat et... Malheureusement, non, le problème, ce que les Sénégalais disent, et ce que les sociologues ont l'habitude de dire, le Sénégal est dans une phase anomique en termes de crise, et qu'aujourd'hui, c'est de Nourou, moi je cautionne, bon, je pense que je ne peux pas dire grand-chose sur lui, sauf que
ce que les gens oublient, c'est qu'il n'est qu'un facilitateur. Un facilitateur, voilà. Voilà, il faut préciser. Parce que le terme qu'on dit, oui, c'est lui qui pilote, il ne pilote pas le dialogue. Il n'est qu'un facilitateur. Et moi, je demeure convaincu que ce dialogue est inéluctable pour régler le processus électoral. Absolument. Parce que quand même, Moustapha, on a fini les élections législatives. Jusqu'à présent, des Sénégalais n'ont pas encore reçu leur carte d'identité. Et il y a un rapport de la Sénat publié il y a 2 ou 3 jours et qui dit des choses assez graves sur les élections de 2000. Non, tout le monde sait que moi je demeure convaincu qu'on n'a pas assisté à des élections, mais on a planifié, organisé, orchestré et administré tout simplement un sabotage des élections et sortir des résultats. Ça, tout le monde, c'est ma profonde conviction par rapport à ça. Mais je me dis qu'il faut qu'on discute du processus électoral. Mais quand même, il faut qu'on lance un appel pathétique même à nos autorités. On ne peut pas mettre 52 milliards et quelqu'un me disait, avec 52 milliards, on aurait dû donner tous les pays de la sous-région pour avoir des cartes. 52 milliards et que jusqu'à présent, beaucoup de Sénégalais n'ont pas reçu leur carte d'identité. Mais on ne peut pas nous dire, quand j'ai entendu le président de la République dire lors de l'inauguration de l'US, oui, notre démocratie est majeure, mais une démocratie majeure ne peut pas avoir un problème de fichier, de dialogue politique. Babacar, on va terminer rapidement ce débat. Les législatives, il y a eu beaucoup de problèmes. On a vu ce qui s'est passé à Touba. On va vers une présidentielle en 2019. Tout le monde sait l'importance que le Sénégalais accorde au président de la République, finalement, parce que dans notre système, c'est lui qui décide de tout. Le combat sera très dur, acerbe, d'autant plus qu'on va y aller avec des candidats qui étaient de potentiels challengers du chef de l'État qui ne vont pas certainement pouvoir se présenter. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt, pour l'année 2018, d'apaiser le climat politique, de s'entendre sur le fichier avant d'entamer 2019? Mais en fait, pour ce faire, moi je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on ait ce qu'on appelle le culte de la loi. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les personnes qui nous dirigent aient ce qu'on appelle le culte de la loi, qu'ils savent quand même respecter les textes. Parce que nous avons vu qu'on est parti pour des élections législatives tout en violant aujourd'hui en fait le code électoral. Donc on a vu carrément qu'on a modifié le code électoral en passant par le Conseil constitutionnel. Donc là, moi je pense que c'est des choses qu'il faudrait éviter. Si nous voulons en tout cas aller vers des élections présidentielles apaisées, il faudrait qu'aujourd'hui que les gens puissent avoir ce qu'on appelle le culte de la loi, qu'on essaie quand même de respecter les textes. Et sinon, ça va nous poser des problèmes. Babacar Ba, merci. Je rappelle que vous êtes juriste, président du Forum du Justiciable, organisation membre de la société civile, et que vous étiez avec Pape Alé Niang. Merci à vous, beaucoup, Pape. Moustapha. Les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui a présent terminé. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. C'est un réel plaisir de vous l'avoir présenté. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Merci et bien à vous.